we drop tonight. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est énergie, plan subtil à partir de mes 5 ans, donc c'est très jeune. On a emménagé dans une ancienne chapelle avec mes parents et mon frère, donc qui dit chapelle dit plein de défunts, soit que je voyais, soit que je ressentais, mais clairement ils me parasitaient. Donc il y avait une partie de moi qui était ultra contente de cette révélation, de me dire tiens, il y a une autre vie après la vie, il y a autre chose que ce qui m'entoure. Mais j'étais complètement pétrifiée et ça a duré pendant plus de 15 ans. Ces défunts me faisaient peur, me poussaient au suicide parfois. Ils faisaient tout pour que je sois mal en fait. Et ils y arrivaient puisque moi j'avais peur et je les nourrissais en ayant peur. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu au fond de moi cette foi qui me portait, qui m'alimentait parce que je savais qu'à côté de ces horreurs, de ces êtres maléfiques, parfois, ou des défunts pas très sympas, je me doutais qu'il y avait quelque chose de bien plus beau. Je savais que c'était une phase à passer, que j'allais apprendre de ça, que j'allais grandir de ça. Et au fond de moi, j'avais franchement une petite partie de moi qui me disait tu vas aider les autres plus tard, il faut traverser ça pour grandir. Et j'étais toute petite, hein. Il faut traverser ça pour grandir, pour pouvoir contribuer plus tard de manière positive à l'émergence peut-être de la spiritualité, etc. Mais c'était quelque chose de pas facile parce qu'à l'époque, personne n'en parlait. J'étais ultra sensitive, j'étais triste, j'essayais de comprendre les humains, comment ils fonctionnaient, ce que c'était la vie, pourquoi on était là, qu'est-ce qui se cachait derrière la vie en fait. Et je me suis toujours posé plein de questions comme ça et j'avais aucune réponse parce que je n'arrivais pas à communiquer avec les êtres de lumière, j'étais attaquée. Je comprends très vite que si on parle de ces choses-là, on passe pour quelqu'un d'illuminé. Et bien sûr, j'ai pas envie de finir dans un asile ou d'avoir ce regard que les gens ont toujours eu de « elle est bizarre ». J'aime pas du tout ce regard. Et voilà. Et heureusement quand même, ma maman était assez compréhensive, à essayer de comprendre ce qui se passait en moi, pourquoi j'étais une enfant sensible comme ça, pourquoi je parlais tout le temps de fantômes, pourquoi je jouais à la dinette avec des êtres invisibles, pourquoi dans ma salle de jeu c'était que des posters de fantômes et pas des posters de trucs de mon âge. Et elle m'emmenait voir quand même des magnétiseurs, parce que la Vendée c'est une région où il y a beaucoup de magnétiseurs rebouteux. Et dès qu'ils me rencontraient, ils se disaient à ma mère, si elle est sensible, elle perçoit des choses et en grandissant ça va se révéler, il faut être patient. Mais en attendant, elle ne savait pas quoi faire de moi. Donc je crois que quand on est parent et qu'on a un petit bout haut comme 3 pommes qui voit des choses qu'on ne voit pas, il vaut mieux faire preuve de compréhension et l'encourager en fait. Et puis j'avais décidé de faire des études de politique à l'époque parce que vu que j'avais pour projet de changer le monde mais je ne savais pas comment, c'est vrai que je m'étais dit bon la politique c'est un bon moyen de rentrer là-dedans et de faire changer les choses, sauf que j'étais pas du tout dans mon élément. Et c'est à cette période où je suis arrivée en Australie, donc pour faire mes études, parce que je voulais être bilingue. Et à cette période, j'avais dit, je laisse tomber la spiritualité. C'est trop fatigant de voir les fantômes, de ne pas arriver à gérer ça. Je suis malheureuse et ils me rendent malheureuse. Pour moi, je me dis, mais mes guides, si et même pourquoi ils me font vivre des choses comme ça? S'il y avait des anges, pourquoi ils ne se montrent pas? Je ne comprenais pas ça. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Australie, ma famille d'accueil, c'était une femme qui était dans la spiritualité, et voilà, c'était pas le hasard. Dès que j'ai mis mon premier pied dans la maison et que j'ai vu les bougies, l'encens, les photos de maîtres ascensionnés, je me suis dit, bah moi qui voulais fuir ça, au final, je me retrouve les 2 pieds dedans. Je crois que j'ai plus le choix, donc j'ai continué mes études de politique, j'ai développé ça là-bas. Après, je suis rentrée en France, j'ai pris des études de droit, mais c'était pas du tout ma tasse de thé. Et heureusement, là-haut, ils ont fait en sorte de me faire comprendre qu'il fallait que je laisse tomber tout ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à être thérapeute tout doucement comme ça. C'était un apprentissage, en fait, c'était ma formation à moi, mais dans la vie réelle. Et ça s'est fait petit à petit. Puis après, j'en ai vraiment fait mon métier le jour où mes guides m'ont dit c'est parti, on y va. Et après, on continue d'apprendre de toute façon tous les jours, parce que dans ce métier-là, c'est au contact des autres et de leurs guides que j'apprends les choses. Donc, comme je te dis, tout ce que je connais aujourd'hui, c'est pas grâce à moi qui je suis, c'est grâce à ceux qui viennent à moi, en fait. Médium, ça veut dire communiquer avec les entités. C'est pas que communiquer avec les défunts, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame avec ça.
Donc être médium, c'est communiquer avec toutes les entités qui sont sur les plans subtils. Et moi, vu que je communique avec les guides spirituels des gens ou les anges, pour communiquer avec les êtres qui sont sur les plans supérieurs, je parle pas sur les plans inférieurs, en fait, il faut fonctionner qu'avec le cœur, parce que c'est le plan intermédiaire entre la connexion terrestre et la connexion là-haut. Donc si ça passe pas par le cœur, c'est comme si tu n'avais pas assez l'énergie, la puissance pour aller communiquer avec eux. En fait, pour arriver à atteindre leur plan de vibration, tu es obligé de passer par le cœur parce que ça va élever tes propres vibrations et ça va te rapprocher en fait des plans de lumière. Donc si tu fonctionnes avec un mental inférieur qui est toujours en train de cogiter, de douter, tu viens plomber tes énergies et ça te ramène à quelque chose de plus bas et de moins élevé en fait. Comme je dis, la clairaudience, le fait d'entendre, que ce soit des défunts, des êtres de lumière, c'est s'écouter soi-même, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher à vouloir voir le défunt comme on peut voir un ami, il faut chercher à ressentir le défunt intérieurement. Quand on est proche du défunt, on va le capter directement, c'est sûr, on le ressent. En fait, si vous ressentez les choses dans le cœur, c'est que le défunt il communique avec vous. Le problème des humains, c'est qu'ils veulent voir les défunts comme on se voit nous, ils veulent entendre comme on s'entend nous, mais sauf que là, on est dans un plan de vibration terrestre. Donc là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus émotionnel. Et en fait, si on sent en soi et qu'on est sûr que l'autre va bien, c'est OK. Par contre, si on sent qu'il y a un petit truc qui est bizarre, étrange, c'est peut-être que le défunt n'est pas parti en paix. Donc le contact, il se fait par le cœur. Et c'est comme tout, que ce soit avec un défunt, un être de lumière, enfin, avec tous les êtres qui sont sur les plans supérieurs. La conscience rationalisante, elle ne dépasse pas la matière et le 3D. La conscience intuitive, mais c'est plus qu'intuitive, hein, c'est ouverte, non locale, quantique. Elle peut explorer d'autres dimensions, 4D, enfin, si on peut dire ça comme ça, 5D, etc. Donc elle est capable, quand on s'y plonge, de vous montrer ces choses que la conscience rationalisante habituelle, qui est celle de notre culture dominante, hein, majoritaire, c'est je pense donc je suis, Descartes, donc c'est tout dans le rationnel, le logique, le déductif, il faut montrer, enfin voilà. Donc celle-là, effectivement, elle peut pas. Donc les gens, quand ils servent que de ça, c'est normal qu'ils ne voient pas. Il y a beaucoup d'études, et notamment en laboratoire, testées en double, voire triple aveugle, avec des médiums sélectionnés sur le volet, en testant toutes les hypothèses possibles pour expliquer les informations qu'ils recevaient, qui montrent qu'il y a bel et bien un contact avec la conscience de défunt, donc que la conscience persiste après la mort. Si vous vous habituez à faire du rêve lucide, vous allez voir que votre conscience, elle a beaucoup d'autres possibilités que vous n'avez pas dans la vie ordinaire, et pourtant vous êtes dans un état de rêve normalement. Et bien ça, tout le monde est capable de le faire. Les contacts avec les défunts, un quart de la population, il y a des études épidémiologiques, a en fait des contacts spontanés avec les défunts. Si c'est quelqu'un qui meurt de vos connaissances, vous avez un quart de chance qu'il vous contacte et que vous aurez un authentique phénomène de contact. Mais les gens n'en parlent pas, ils ont peur qu'on les prenne pour des fous. Et encore, quand je dis un quart, ça passe à la moitié si c'est votre conjoint qui décède, et à 3/4 si c'est votre enfant qui décède. Clairvoyance, clairaudience, de journée comme de nuit pendant les rêves, mais ce ne serait plus du tout les mêmes rêves, les gens vous disent pareil. Là, c'était vraiment autre chose, je fais la différence, j'étais vraiment plus réel que la réalité. Il m'a dit des choses qui sont tout à fait lui, puis il m'a dit des choses que j'ai vérifiées après et que je ne savais pas, qui sont vraies, etc. Mais il y a aussi beaucoup qui sont dans la vie active, c'est-à-dire même dans la journée, quand vous ne rêvez pas, vous ne dormez pas, il y a des contacts. Je pense que le plus important pour développer franchement ces capacités extrasensorielles, c'est déjà de prendre conscience que c'est pas quelque chose d'extérieur à nous qu'on doit acquérir, c'est quelque chose qui est en fait en nous et qu'on doit développer. Et ça, c'est la base, ça fait partie de moi, il ne tient qu'à moi de le développer. Donc pour ça, il faut vraiment faire attention à ses ressentis, à ce qu'on ressent intérieurement, à ses intuitions, s'écouter, parce qu'on ressent des choses, mais la plupart des gens n'ont pas confiance en ce qu'ils ressentent. Ils se disent « Ah ben non, c'est bizarre, c'est le hasard, c'est mon imagination », alors qu'en fait, des fois, il s'agit de clairvoyance. Et ça fait vraiment partie de nous, il faut faire un gros lâcher-prise justement pour pouvoir ressentir ça et se dire « Ah, en fait, je ressens, j'entends, mais j'entends pas comme on s'entend nous quand on se parle, j'entends parce que j'ai des choses qui viennent en moi et qui sont limpides, elles sont là, donc je dois les écouter. » Et donc, il faut se faire confiance. Et aussi, pour développer ces facultés, je crois qu'il faut avoir de la patience, parce que des fois, il y a des gens, je leur donne des petits exercices à faire pour développer leurs capacités, parce que leurs guides me les ont transmis. 3 jours après, ils m'écrivent « Ben, ça marche pas, j'y suis pas arrivée ». Mais ça ne se fait pas comme ça. Si vos capacités elles dorment depuis 10, 20, 30 ans, bah, elles sont un peu engourdies, il faut les réveiller tranquillement, il faut apprendre à les écouter au quotidien. Et puis, comme je le disais, il faut d'abord, je sais pas, vivre en pleine conscience, apprécier ses sens physiques. Si vous n'êtes pas déjà habitué à être quelqu'un de tactile, c'est difficile de développer le ressenti du toucher sur les plans subtils. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très visuel, qui n'apprécie pas ce qu'il y a autour, ça devient compliqué de développer la clairvoyance. Donc il faut vraiment apprécier tous nos sens pour développer ces sens qui sont un peu extraordinaires en fait.
Je pense que quand quelqu'un nous manque, c'est bien d'essayer d'avoir un contact. Après, il ne faut pas que ce contact il soit quotidien. Si ça permet juste d'avoir des nouvelles comme ça une fois de temps en temps, pourquoi pas envoyer de l'amour, ressentir l'amour de l'autre personne. Mais de toute façon, le défunt a aussi sa vie sur les autres plans. On n'est pas là pour aller le déranger tout le temps. Enfin, t'imagines dans ta vie quotidienne, si tu as tout le temps quelqu'un qui vient t'interrompre dans ce que tu fais, bah, tu t'en sors pas. Donc la médiumnité, c'est bien pour établir un contact ponctuel, pour se rassurer, pour se faire du bien, si ça permet après justement de bien revenir s'ancrer sur Terre et de continuer son incarnation tranquillement, paisiblement, en paix en fait, tout simplement. Mais après, oui, c'est dangereux la médiumnité dans le sens où on peut se connecter à des esprits du bas astral en fait, et ça arrive quand on est justement dans des états émotionnels ou des états psychiques négatif, quand on est triste, quand on est malheureux, quand on est dépressif, là nos énergies sont pas assez hautes et c'est comme ça qu'on va capter plutôt les plans inférieurs de vibration en fait. Moi j'ai vraiment choisi, en ce qui concerne les défunts, de justement sélectionner les moments où je veux les capter ou pas les capter, parce que étant petite j'étais tellement paralysée par leur présence qui me faisait extrêmement peur que du coup j'ai appris à gérer ça. Donc je choisis quand j'ouvre et quand je referme. Donc il y a la Mallory terrestre qui vit bien sa petite incarnation et la Mallory connectée qui veut voir et percevoir. Donc oui, si je suis dans un lieu et qu'il y a un défunt, il voit que je le vois, bah alors là tout de suite il va venir me coller, soit m'embêter ou me demander de l'aide parfois. Donc quand on n'est pas dans cet état d'esprit qu'on a une fête par exemple, on n'a pas... c'est dur d'aller aider un défunt à passer dans la lumière. Enfin voilà, je pense qu'il faut choisir les instants où on veut les aider. Et après, si on est tout le temps ouvert, ben on va tous les attirer. Et ça va devenir des pots de colle parfois. Ça grippe à l'aura, les défunts, la plupart du temps. Et ils te vampirisent en fait. Donc c'est prenant, ils te prennent une partie de ton énergie. C'est pour ça qu'intérieurement, il faut faire des protections. Ces protections, elles sont psychiques, c'est-à-dire que sur le plan mental, il faut se dire non, déjà j'ai pas envie d'être parasitée, j'ai envie d'avoir ma vie, je me protège. Donc j'ai mis déjà une barrière entre moi et eux. Et ensuite c'est sur le plan émotionnel aussi. J'ai pas envie d'être parasitée parce que je me focalise sur le sentiment de paix. Et parce que sinon ils viennent te parasiter tout le temps. C'est ce que j'ai vécu de mes 5 ans à mes 18 ans et j'ai pas une vie. Ils ont compliqué ma vie énormément. Ils m'ont attiré mille une choses compliquées et ils m'ont empêché de me centrer, de m'ancrer. Ça a été extrêmement difficile. Le défunt, quand il sort, il voit le monde comme on le voit nous, en fait. Si la mort physique, elle est douce et lente, paisible, bien le corps astral va sortir tranquillement du corps physique. Il nous reste aussi le corps mental, puisqu'un défunt continue de penser. Il n'a pas que le corps astral, il n'a pas que le corps émotionnel. Et après, il a encore le corps causal, le corps des mémoires de vie antérieure, le corps bouddhique et le corps atmique, connecté à là-haut, à la conscience élevée. Donc il sort tranquillement, il va se rendre compte qu'il est mort, et il va rejoindre généralement la lumière qu'il va percevoir. Et puisqu'il est paisible, il est dans un état de conscience qui est élevé, qui est sain, qui est positif, donc il va aller rejoindre un plan de conscience positif qui est en accord avec lui. Par contre, le défunt qui a une mort assez brutale, violente, ou si c'est un défunt qui est tourmenté, alors lui il va sortir de son corps physique, bien sûr, mais lui il va commencer à aérer, à être perturbé, parce que mentalement il est perturbé, et du coup il n'arrive pas à voir la lumière, parce qu'elle vibre trop pour lui, et lui il reste dans cette dimension où il est affecté par ce qui l'entoure, et il a du mal à voir la lumière. Le moment de la mort, il peut être douloureux pour beaucoup de défunts, je pense, mais pour ceux qui voient la lumière qui se présente à eux, cette lumière, elle est tellement magnifique, unique, c'est un bain d'amour, c'est un condensé. Et cet amour-là, en plus, il dépasse l'amour qu'on peut connaître sur Terre. Donc on a un appel du cœur qui se fait et on peut y aller en paix. Et de toute façon, une fois qu'on est sur les autres plans, on peut toujours envoyer de bonnes énergies, communiquer avec ceux qui sont restés. Par contre, pour le défunt qui reste et qui ne voit pas cette lumière, en effet, c'est difficile pour lui parce qu'il voit sa famille qui est restée là, qui le pleure. Et pour ceux qui restent, justement, c'est là l'importance de prier, pas au sens religieux, mais envoyer de bonnes énergies, envoyer beaucoup d'amour, dire à la personne qu'elle peut partir tranquillement. Et ça, c'est très important parce que ça va apaiser le défunt et ça va lui permettre d'aller sur les plans de lumière. Les défunts, souvent, alors ceux qui viennent juste de passer dans la lumière alors qu'ils étaient tourmentés, ils vont sur ce que j'appelle l'entre-deux, le plan intermédiaire, pour qu'ils montent progressivement, pour qu'ils se fassent à cette idée. Et ils vont être pris en charge en fait sur ce palier intermédiaire par des êtres de lumière qui vont leur expliquer ce qui s'est passé, comment gérer ça. Et dès qu'ils seront plus en souffrance, qu'ils iront mieux, on va les aider à passer d'autres étapes comme ça jusqu'à temps de monter de plus en plus haut en fait.
Une expérience terrestre, ça secoue énormément. Donc quand on arrive sur ce plan intermédiaire, il faut faire un point, voir ce qu'on a vécu, comment on va arriver à dépasser ça pour retrouver la paix. Tout ce qu'on vit sur une incarnation, que ce soit sur le plan émotionnel, mental, etc., il faut arriver à tasser tout ça délicatement et c'est pas une mince affaire, hein, l'air de rien. Les défunts qui sont morts et qui n'ont pas conscience d'être morts, ils continuent une vie quotidienne. Donc ils peuvent penser qu'ils se douchent, ils peuvent penser qu'ils s'habillent. Enfin, ça c'est comme le matin quand on dort encore, qu'on se rendort après le réveil. Souvent, on a l'impression qu'on est en train de se préparer. Bah, eux, c'est pareil, ils continuent une sorte de quotidien. Alors, les autres les entendent pas et ça les met assez en colère. Combien de fois, je vois des défunts qui disent à leur mari « Non, mais tu me parles pas, tu te rends pas compte. » Enfin, ils pensent que les autres leur font la tête ou qu'ils sont plus aimés. Et du coup, ça les aide pas non plus à se remettre dans un état positif. Et c'est ça qui est difficile. Mais ils continuent leur vie. Et en plus, ils peuvent revivre 15 fois la même journée. Hein. Ils continuent. Puisqu'ils sont quand même aussi sur un plan multidimensionnel, ils peuvent continuer à créer une sorte de réalité. J'ai vu ça chez mes parents, moi aussi, une femme de l'époque, je dirais Renaissance, après voilà, je suis pas costumière alors j'y connais rien, mais elle était dans leur grenier comme ça parce qu'elle avait eu un accident de carrosse il y a X années et elle squattait le grenier en se disant qu'elle était chez elle alors qu'elle n'était pas du tout chez elle et elle repartait pas dans la lumière parce qu'elle savait même pas qu'elle était morte. Hein, donc, moi, je parle aux défunts, je leur explique gentiment qu'ils sont morts. Alors des fois, ça peut partir dans des débats assez virulents parce qu'ils vont penser que c'est moi qui suis morte en fait. Et on se retrouve comme le film avec Nicole Kidman qui s'appelle Les Autres. Donc ils pensent que c'est moi qui suis morte et qui les perturbe. Donc ils me chassent, ils me disent « mais toi tu es morte, c'est à toi de partir ». Alors ça peut partir dans des débats interminables. Donc quand c'est comme ça, je leur envoie plein d'amour, je demande à des êtres de lumière à ce qu'ils m'aident. Et puis j'y retourne 3 jours après en me disant « Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Est-ce que vous vous rendez compte cette fois que vous êtes morte ?» Et là, en général, ça part dans des larmes, des pleurs, de l'incompréhension. Et après, il faut gérer ça comme on peut gérer des humains qui ne vont pas bien. Donc, il faut savoir les rassurer, les dorloter pour qu'ils puissent après repartir vers la lumière. Et là, ce sont des moments extrêmement émouvants parce que quand ils retournent, je ne sais pas moi, 200 ans après sur les plans de lumière et qu'ils retrouvent une famille qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps et des êtres qu'ils aiment, alors là, c'est des moments forts. Des gens extrêmement ancrés qui sont bien dans le moment présent, ils ne se décorporent pas comme ça, leur corps ne sort pas d'une minute à l'autre. Moi au début, quand j'étais vraiment une novice et que je prenais ultra plaisir à sortir en astral, parce que j'étais pas très bien sur Terre, franchement mon corps astral il sortait à tout va. Il suffisait que je pense à une chose pour que mon corps astral sorte, et en plus je convulsais. Alors ça faisait peur à tout le monde, clairement mon corps il faisait ça, parce que c'était la décharge de mes corps qui sortait, et pour revenir à mon corps je faisais ça. Autant vous dire que mon conjoint dans le canapé, il avait trop peur. Et il y a même des gens, quand ils font des sorties de corps, ils sont carrément, le corps physique gisant, quoi. Enfin, il ne bouge plus du tout, il devient immobile. Ça, c'est ce qu'on appelle les sorties à 100%, où vraiment toute la conscience sort avec les corps. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas sortir totalement, garder un petit pied sur terre. Comme ça, je voyage, mais je garde une partie de moi ici. Quand je sors, moi, je pars directement sur des plans de vibration élevés. J'évite de rester au-dessus de mon corps, parce que c'est un côté ultra effrayant et quand même quand on sort en astral c'est assez difficile de voir le monde terrestre physique tel qu'il est. Moi par exemple j'arrive mieux à voir les énergies, j'arrive mieux à voir les élémentaux quand je suis en sortie du corps, mais quand on dit voyage astral c'est le mauvais terme parce que c'est un voyage multidimensionnel parce qu'on ne sort pas que le corps astral, sinon on serait que dans les émotions. On sort, parfois le corps éthérique, et là on perçoit vraiment les énergies, les courants cosmotelluriques, les vortex, etc. Mais on sort aussi le corps mental, parce qu'on continue de penser. Je peux dire, tiens, je vais aller là-bas, ça a l'air chouette. Tiens, moi je sais que je suis mal au riz. D'ailleurs, le défunt a toujours le corps mental, puisqu'il pense encore. Je garde, normalement le corps causal est aussi relié à toi, le corps des mémoires de ton passé, des vies antérieures. Et puis après, tu as tes autres corps qui te suivent pour pouvoir monter sur des plans de conscience extrêmement élevés. Mais par contre, en voyage multidimensionnel, tu peux pas aller sur des plans qui sont supérieurs à tes vibrations. C'est comme si tu n'avais pas assez d'essence pour monter en fait, quoi. C'est pas compliqué de sortir ses corps. Il faut pas en faire quelque chose de compliqué parce que c'est là que ça le devient en fait. Parce qu'on bloque tout, on met des verrous à chacun de nos corps et ils peuvent plus sortir. Et après les corps, il faut vraiment prendre conscience que c'est quelque chose qui fait partie de nous. En fait, les gens, c'est comme s'ils considéraient j'ai mon corps physique, j'ai mon corps éthérique, j'ai mon corps astral. En fait, c'est comme si c'était des moi différents. Mais non, c'est qu'une seule et même personne. Et en plus, en assimilant ça, on comprend que notre moi divin, qui est un de nos corps, qui fait partie de nous tout simplement. Donc ça devient facile de parler et d'être en connexion avec ces plans.
Mais il y a des choses qui sont éthiques ou qui ne le sont pas dans la vie terrestre et qui le sont ou pas dans la vie spirituelle. Donc si on commence à sortir avec nos corps multidimensionnels pour aller espionner les autres, c'est quand même ultra malsain. Je ne fais pas de choses comme ça, comme je ne me connecte pas au guide spirituel des gens s'ils ne me l'ont pas demandé. Et de toute façon, la plupart du temps, eh bien, on nous ferme les canaux pour pas qu'on perçoive. Hein. J'ai essayé 2-3 fois comme ça sur des affaires de meurtre, de savoir si la personne avait vraiment tué l'autre. Et mes guides ils me disent mais c'est pas ta place d'être ici, de demander des choses comme ça, donc reste à ce que tu as à faire et puis pose pas des questions comme ça. Donc voilà, et puis après comme je le disais sur les sorties multidimensionnelles, on voit pas forcément les choses très très physiques. Donc en plus si je sors en multidimensionnel, il suffit que ton corps astral soit sorti de ton corps physique, et ben en fait ça se trouve je vais aller voir ton corps astral et pas ton corps physique et en fait je vais me tromper. Le voyage astral, je pense qu'il est important. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent sortir, donc en astral, enfin en multidimensionnel, pour voir des choses extraordinaires. Mais ces choses extraordinaires, on peut les voir sur Terre. Pourquoi vouloir voyager avec nos différents corps, alors qu'on peut le faire avec notre corps physique? Comme je le dis, voir un coucher de soleil en vrai, avec tous vos corps, est quand même mieux que d'aller le voir avec vos autres corps. Parce que la sensation même du soleil sur la peau, ben ça on peut le retrouver que si on a le corps physique avec nous. Et pour ceux qui veulent voyager en multidimensionnel pour recevoir des enseignements de guide, ou d'être de lumière, il n'y a pas besoin de ça pour recevoir les enseignements. Les enseignements, on les reçoit si on doit les recevoir. Et moi, des fois, ils le font alors que je suis en train de boire un chocolat chaud dans mon salon. Ils me disent, tiens, on veut te parler. Voilà. Et là, ils te disent ce qu'ils ont à t'apprendre, en fait. Tous les gens ont un guide ou des guides. Tout le monde a un ange gardien. Et en fait, les gens n'en ont pas conscience parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de ça. Ils sont trop pris dans leur incarnation terrestre, avec ce qui les éloigne de leur être véritable, de leur moi divin. Ils sont pris par des soucis, par un plan mental en fait qui est vampirisant et des émotions qui sont parfois ultra négatives. Donc on prend conscience qu'on a des guides dès qu'on arrive à se centrer dans l'amour, dans la paix, avec des pensées élevées, pas des choses qui nous torturent intérieurement. Les gens sont énormément torturés. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui vibre plus haut et qui est empreint de beauté en fait. Il y a vraiment plein de types de guides, mais comme il y a plein de types d'humains, j'ai envie de dire. Donc on va dire que les guides débutants, c'est plus des défunts qui sont morts et qui commencent à être guides parce qu'ils ont eu la petite formation et qui vont aider des débutants en spiritualité. Ça peut être après des êtres vraiment de lumière qui sont sur les plans divins, donc c'est autre chose quoi. Il y a vraiment différents types de guides. Tous les guides ont des personnalités différentes et après ils se matérialisent à nous. Si on veut avoir une image d'eux, intérieurement ils se matérialisent à nous. Souvent ils essayent de prendre une forme à peu près humaine pour que ce soit concevable pour nous en fait, parce qu'on réfléchit quand même que le cerveau qu'on a ici sur le plan terrestre, donc il y a des choses qui sont difficilement assimilables parce que ça vient d'ailleurs. Les guides sont quand même sur un plan de conscience supérieur, ils sont sur un plan plus élevé, on va dire, et c'est surtout des êtres qui normalement ont trouvé la paix, le calme, qui ont une sagesse. Après, plus tu es évolué spirituellement, plus ton guide est élevé. Plus tu es un débutant en spiritualité, plus tu es un guide débutant, c'est normal. Comme je dis, si toi tu es encore au lycée, on ne peut pas te mettre un guide qui a un bac plus 5, sinon tu comprends pas ce qu'il va te dire. Donc on a des guides qui sont quand même adaptés à nous, à notre spiritualité. Donc moi quand je capte les guides, ils ont une vibration différente. Donc quand je les ressens, c'est très calé, ce qu'ils vont dire, c'est très centré et c'est très sage, quoi. Alors que les défunts, ça part dans tous les sens. Et puis ils parlent d'eux, les défunts. Alors que les guides, eux, ils m'aident à me développer, ils voient les choses d'une autre façon. C'est empreint de sagesse. C'est formidable. C'est pas du tout le même ressenti intérieur. C'est vraiment plus calme, plus serein, plus posé. Donc les guides spirituels, ils parlent de manière ultra intuitive avec nous, c'est-à-dire que d'un coup, on va ressentir un élan intérieur qui nous dit tiens, c'est la route à prendre, c'est le chemin. S'il y a des choses qui parlent extrêmement à votre cœur, des choses où c'est sûr qu'il faut, pour vous, il faut le faire, et que c'est naturel et que ça vous dites ça va être sans encombre, ça me paraît simple, ça c'est les guides qui peuvent vous donner l'intuition de le faire, c'est une inspiration intérieure en fait. Et c'est censé être quelque chose de très léger et on sent qu'il n'y a rien qui peut intervenir de négatif, il n'y a rien qui va se mettre en travers
ils peuvent aussi fonctionner par synchronicité. Par exemple, quelqu'un qui se dit « Tiens, demain j'ai envie de commencer des cours de yoga », cette personne, elle sort dans la rue et là, il y a un bus qui passe avec une énorme publicité yoga. La clé des clés en développement spirituel et personnel, c'est d'être centré dans le cœur, comme je dis tout le temps, c'est-à-dire réfléchir, penser, agir uniquement avec le cœur. Si on écoute son cœur, on écoute ses envies, tout devient extrêmement simple, on ne se pose pas de questions et on le fait. Et on ne sait pas pourquoi, ni comment ça va se passer, mais on sait que tout va bien se passer. C'est comme ça que je fonctionne. D'un coup, j'ai l'intuition qu'il faut que je fasse quelque chose, je sens que j'ai plein de bonnes vibrations qui viennent en moi, ça me prend tout mon être. Je sais que ça parle à tout mon être, ça vibre en moi. Je sais du coup que c'est en accord avec mon moi divin, avec mon chemin de vie, avec les êtres de lumière. Et j'y vais. Je ne me demande pas comment, j'y vais. Et après, toutes les synchronicités, l'organisation divine se met en place et tout se passe divinement bien. Je ne connais pas de blocage. Dès que j'ai envie de faire des choses, qu'elles me tiennent à cœur et que ça va faire du bien aux autres, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ça aille faire du mal aux autres, eh bien, tout se passe parfaitement. Et là, votre vie, elle prend une dimension complètement différente parce qu'elle est portée que sur le cœur. C'est nous qu'il faut écouter. Hein. Les guides, ils sont là en plus. Hein. Si on arrive à s'écouter soi, on est parfaitement guidé. Il ne faut pas oublier qu'en nous, il y a notre moi divin qui est parfaitement relié au plan divin et qui est au courant de ce qui est bon pour nous. Donc c'est ça qu'il faut écouter en premier. Puis après, le guide, lui, il chapote au cas où on n'écoute pas ce moi divin. Et il se dit, oh là là, quelle direction elle est en train de prendre. Je vais lui envoyer des warnings qui lui disent de ne pas aller s'aventurer là. Et en fait, au lieu d'écouter cette intelligence, ce mental inférieur qui est parfois prenant, eh bien, il faut écouter l'intelligence du cœur. C'est celle-ci qui doit prôner. Et là, tout devient facile et vous vous mettez vraiment à vibrer sur des plans de conscience supérieurs. Je vais te donner le secret de la réussite pour que ça fonctionne sur tous les plans. C'est quelque chose moi, que j'ai fait naturellement et que mes guides ont la gentillesse de m'expliquer point par point pour que ce soit compréhensible par tous. Parce qu'en fait, il y a des choses extrêmement logiques dans la spiritualité. Pour que tout fonctionne pour vous, il faut vibrer positif sur tous les plans. Donc, sur le plan physique, bien sûr, il faut faire des actions positives. Sur le plan éthérique, il faut être entouré d'énergie positive. Mais ça, on le sent naturellement si on est bien ou pas dans un endroit, par exemple. Ensuite, pour vibrer aussi positif sur le plan éthérique, il faut avoir des envies, des choses qui nous animent intérieurement. Si vous êtes éteint, il faut trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. Là, tout de suite, on commence à animer des énergies ultra positives. Ensuite, après, on arrive sur le plan astral, qui est le plan émotionnel. Et celui-ci, il faut le nourrir positivement. Donc, il faut apprendre à gérer ses émotions, à se focaliser sur des émotions positives. Bien sûr, on ne peut pas toujours être dans des émotions positives. Il y a des émotions qui sont dérangeantes, qui interviennent souvent, hein, la peur, l'angoisse, etc. Mais ça, ce sont des émotions qu'il faut accueillir en nous, leur dire vous êtes bienvenus. Par contre, je vais vous traiter, je vais voir pourquoi je ressens ça et qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse me recentrer sur des émotions positives. Comme ça, le plan astral va se mettre à vibrer positif. Ensuite, on arrive sur le plan mental. Donc le plan mental, soit vous fonctionnez avec un mental négatif qui est perturbant, qui vous donne des informations qui vous plombent, comme je dis, ou soit on fonctionne avec un mental du cœur. Ça, c'est un choix à faire. Au début, quand c'est le mental inférieur qui parle, il faut le respecter aussi. Il y a tellement de gens qui disent « mon mental, c'est mon ennemi numéro 1, il m'empêche de fonctionner avec le cœur, il m'empêche de fonctionner avec mes guides ». Mais si vous énervez après votre mental, comment voulez-vous le remettre dans de bonnes énergies? S'énerver, c'est la dernière chose à faire. Ce mental, il faut l'accepter parce que c'est cool, le mental, ça permet de penser, de réfléchir, de mettre des projets en marche. Ça doit être un ami et pas un ennemi, comme je dis. Ça, il y a beaucoup de gens qui se plantent sur ce point-là. Donc le mental, quand il est là, qui nous perturbe, il faut lui dire « Ok, mon coquin, mon petit coco, je t'écoute, je respecte ce que tu dis. Par contre, je vais fermer ta bouche. On visualise, qu'on lui met un petit zip, qu'on l'envoie valser gentiment. Je me ressens tout de suite sur des énergies, des pensées positives. Et ça, c'est vrai que c'est une gymnastique, c'est un effort à faire et il faut trouver ce qui vous permet de le faire facilement. Donc pour certains, ça va être la méditation, pour d'autres, des mantras, d'autres, ça va être d'aller se promener dans la nature, certains, ça va être de bricoler. Peu importe le moyen, tant que ça vous permet de vous recentrer, de vous remettre dans des énergies positives. Donc que ce soit des émotions positives, des pensées positives. On n'est pas un pion qui est en train d'avancer dans le monde et plutôt même des marionnettes, j'ai envie de dire, parce que la plupart des gens, ils ont l'impression de subir leur vie.
Sauf qu'en fait, on en est les co-créateurs et tout est possible à partir du moment où on va commencer à agir sur les différents plans. C'est pour ça aussi qu'il faut visualiser et qu'il faut avoir l'intention, c'est-à-dire avoir des images positives et avoir des émotions positives parce qu'on commence à co-créer cette réalité sur ces plans de vibration et ça descend tout doucement sur notre plan matériel. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, on l'émet. Donc, si tu émets quelque chose assez fortement, ça commence à se dégager autour de toi. Et vu que tout marche par la loi de l'attraction ou la loi de résonance, les énergies qui ressemblent à ce que tu es en train d'émettre vont être attirées par toi et vont commencer à venir autour de toi. Donc ça va te créer comme un petit cocon positif. Et du coup, tu vas aller que vers du positif. Donc si tu veux vraiment quelque chose et que tu en as l'intention, comme on dit, c'est que sur le plan mental, tu es en train de le projeter et aussi sur le plan astral, puisque l'intention, c'est de le vouloir, et de le vouloir avec la tête, et de le vouloir avec le cœur. Donc c'est ce que tu es en train de projeter dans un autre plan de vibration. Donc c'est ce que tu vas forcément attirer. Après, le plus dur, c'est de le faire arriver sur le plan physique. Pour ça, des fois, il faut du temps, certains paramètres. Il faut un gros lâcher prise et avoir la foi aussi parce que l'organisation divine, elle se met en place derrière ça. Elle sait qu'on vient d'émettre ça, qu'on veut quelque chose. Donc, ils se disent, bon, très bien, la personne veut ça, c'est en accord avec son moi supérieur, etc. Maintenant, il faut mettre les choses en ordre. Donc, comment on va faire pour que tout s'organise bien et que la personne puisse avoir ce qu'elle veut. Et des fois, moi, je sais que des fois, je suis impatiente parce que j'ai commandé, je sais que j'ai tout fait bien, mes guides me disent « ok, ça arrive ». Ça arrive, mais vu qu'on est sur le plan terrestre et qu'il y a le temps linéaire qui est là, moi, je suis là, bon, ça fait un mois que j'ai demandé et je me demande pourquoi ça n'arrive pas. Et ils me disent « attends encore ». Mais je leur dis « qu'est-ce que je ne fais pas ? Je ne suis pas prête, je ne comprends pas ». Ils me disent « tout ne tourne pas autour de toi ». Il y a peut-être une personne, 10 autres personnes qui rentrent dans ce plan-là, il faut être patient. Par exemple, le jour où tu veux acheter une maison, la maison de tes rêves que tu veux, tu l'as commandée, tu vas la voir, tu ne sais pas quand, mais peut-être que la personne qui vend la maison de tes rêves, elle n'est pas prête à vendre. Il faut avoir cette patience-là, parce que pour que ce soit bien aussi pour celle qui vend, il faut attendre que les choses se mettent en ordre. C'est pour ça que quand on a foi, on sait que ça arrive, donc on alimente positivement cette visualisation qu'on a eue et on lâche prise pour pas venir faire tout saturer en fait. Il faut avoir un énorme lâcher prise et dire bon, je sais, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Par contre, je vous laisse la possibilité d'intervenir parce que vous savez aussi ce qui est bon pour moi. Donc orienter les choses en ma faveur, peu importe vers quoi je vais. En tout cas, j'y vais avec joie parce que comme ça, j'émets de bonnes intentions et de bonnes énergies aussi. Donc il faut lâcher prise en fait, c'est ça qui est important. Et puis pas vouloir tout diriger. Il y a des gens, ils sont ultra contrôlants sur leur vie, ils sont tellement contrôlants, ils tiennent bien les ficelles, alors ils sont sûrs que tout est bien organisé. Sauf que s'ils lâchaient juste une ficelle, ils donneraient cette ficelle à l'organisation divine et ils auraient encore mieux que ce qu'ils pensent. Quand je passe commande à l'univers, je demande pour le présent proche. Parce que quand on dit futur, ça paraît loin. Enfin, tout le monde, je sais pas, je te dis le futur, tu as l'impression que c'est peut-être dans un an. Alors qu'on dit présent proche, c'est là, tout de suite, c'est à venir. Comme je dis, t'es dans un ascenseur au 7e étage et tu sais que tu as appuyé sur le bouton 8 et que tu arrives au 8e. Donc, tu arrives à rester dans cette excitation, dans cette joie. Si c'est dans le futur et que c'est au 1000e étage, il y a le temps qui passe et tu as le temps de faire redescendre tes énergies parce que tu attends. Et il faut rester dans des énergies extrêmement hautes, donc des pensées positives et des émotions positives. C'est pour ça qu'on dit le présent proche, comme ça, c'est pas maintenant, mais c'est presque. Après, il ne faut pas oublier de vivre dans pleine conscience dans le moment présent, ça c'est important. L'erreur première que font les gens quand ils veulent se développer en spiritualité, c'est d'oublier leur côté terrien, leur incarnation. Parce qu'on se dit, en m'éloignant d'ici, je me rapproche de là-haut. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. J'en ai fait l'expérience moi-même. Je voulais tellement être proche de là-haut parce que ça me paraissait tellement mieux, tellement plus joli, avec des êtres magnifiques. C'est comme si on m'avait tendu une corde. Moi, je suis montée. J'étais bien la tête dans les nuages, les pieds plus du tout sur terre. Mais sauf que quand on est là-haut, on n'est pas ici. Et si on s'est incarné, c'est quand même pour vivre une expérience. Donc c'est dommage de passer à côté. Je me suis rendu compte qu'en étant tout le temps là-haut, et en étant plus ici, que je passais à côté de plein de choses ici et que je perdais mon potentiel créateur. Parce que si je suis là-bas, je ne suis pas ici. Donc je perds tout le potentiel créateur que j'ai. Donc j'ai pris conscience qu'en fait, au lieu de m'éloigner de la terre pour me rapprocher du ciel, si on peut dire ça comme ça, je me suis dit je vais faire le contraire. Parce que sur la terre, il y a quand même
plein de choses magnifiques aussi. Et je suis là, donc autant vivre à fond. Donc je vais faire le contraire. Je vais ramener plutôt de ma magie des plans divins sur Terre. Donc je suis redescendue de ma corde, je suis revenue bien sur Terre et j'ai ramené un petit peu de magie de là-haut. Et c'est comme ça que tout a commencé à bien fonctionner. Parce que l'ancrage, ça permet de révéler tout au potentiel. Parce que être ancré, c'est vraiment apprécier son incarnation. C'est pas la subir en fait, c'est tout le contraire. C'est s'amuser, c'est s'aimer, s'apprécier, c'est se réaliser. Mais en fait, si tu n'es pas ancré, tu n'as pas les moyens, l'opportunité de co-créer ton existence en fait. Et tu passes complètement à côté. Et en étant bien ancré, tu as une meilleure énergie sur le corps éthérique, tu as une meilleure énergie vitale, ça te permet d'être plus aligné avec tous tes corps, avec tous tes chakras. Et du coup, tout devient plus simple. Et puis c'est juste qu'on envoie le signal, je suis ici. Donc la loi d'attraction, elle fonctionne mieux forcément parce que je suis ici, alors j'attire les énergies. Si je suis là-haut, les énergies, elles ne savent pas trop où aller. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis devenue touriste de l'astral. J'allais visiter tout l'astral et j'oubliais qu'en fait j'étais ici, qu'ici je pouvais vraiment m'éclater, quoi. Et ça, c'est dommage. Et surtout, aussi s'ancrer, c'est pas être dans le passé, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement nostalgiques, et c'est pas être dans le futur non plus tout le temps, c'est juste adorer le moment présent. Et en fait, il y a tellement de magie partout autour de nous que les gens ne perçoivent plus. En fait, c'est juste profiter de tous nos sens, de tout ce qu'on voit, de tout ce qui est merveilleux, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut toucher. Les gens, ils sont plus du tout là-dedans. Ils sont dans aller vite, être productif. Ils prennent plus le temps de se poser et d'apprécier. Et de toute façon, même pour développer ces capacités extrasensorielles, on est obligé de profiter d'abord de ses capacités physiques parce que c'est le premier corps et c'est celui en plus qui est le plus facile à utiliser. La plupart des gens, ils n'ont pas conscience qu'ils ont choisi de venir s'incarner. Ils disent « je suis complètement malade d'être venu m'incarner, j'ai une vie horrible ». Mais c'est dur de leur dire « mais tu peux la changer, ta vie, tu peux faire en sorte qu'elle devienne quelque chose d'exceptionnel ». Après, les gens ils te disent tout le temps « oui, mais pour toi, tout est facile ». Non, je crois qu'il n'y a aucune personne sur cette terre qui a une incarnation facile. On a tous nos déboires, nos moments de tristesse, nos moments qui sont durs. Et je crois que justement, il faut que chacun se rende compte qu'on peut sortir de ça. Ressentir des choses négatives, c'est important parce que ça va nous permettre d'apprécier le bonheur. Combien il y a de personnes qui doivent tomber au plus bas pour pouvoir se relever? Moi-même, je me suis perdue, c'est ce qui m'a fait dérouter et c'est ce qui m'a fait me dire « non mais il faut que je trouve mon chemin ». C'est ce qui m'a fait me réveiller. Du coup, il y a plein de gens qui vont se perdre pour mieux se retrouver, c'est ça qui est important. Mais après, c'est vrai qu'on est dans une société où parfois on se dit « faut que tu travailles dur, faut que tu payes, faut que tu vives des choses difficiles ». Il y a plein de gens qui pensent qu'en vivant des choses difficiles, on gagne des points pour notre balance karmique, on gagne des points dans notre karma et que du coup c'est comme ça qu'on va accéder au paradis, au plan divin. Sauf que c'est pas comme ça, on s'incarne pour se faire plaisir, pour vivre de belles choses, pour vivre une incarnation superbe. Et c'est pas... Il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance et qui y restent en se disant je paye ce que j'ai à payer et j'y reste et tant pis, il y aura le plan divin après. Certains, c'est leur façon de vivre ça, hein, de se dire je vais aller chercher la douleur, le mal pour avoir quelque chose à vivre, à défaut de vivre autre chose aussi. Parce que je connais plein de gens qui passent leur temps à se plaindre. Et après tu leur dis bon, sinon il y a des choses qui vont bien dans ta vie et là ils font non. Et tu dis c'est quand que ça va commencer? Quand est-ce que tu as envie de vivre des belles choses? Oh je me suis jamais posé la question. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas leurs rêves ou leurs envies, leurs aspirations. Mais pour les connaître, il faut vraiment justement être en paix et enlever tous les stéréotypes qu'on a de la société, enfin que la société nous inculque depuis qu'on est petit, hein. Chacun a sa mission de vie, donc je sais qu'on a envie de tout changer sur cette terre, qu'il y a tellement de choses qui sont tristes, difficiles, mais certains ont pour mission de vie, par exemple, d'aider à combattre la torture animale, d'autres ont pour mission de vie d'aider les enfants maltraités. Chacun a sa petite mission, donc on ne peut pas après culpabiliser de ne pas pouvoir s'occuper de tout le monde. Il faut justement faire ce qui est à notre échelle et qui est en rapport avec notre mission de vie, parce qu'en fait c'est justement ça. Si tout le monde venait à réaliser sa mission de vie, il y aurait beaucoup moins de négatifs sur Terre. C'est que la plupart des gens passent à côté de leur mission de vie parce qu'ils ne s'écoutent pas intérieurement. Donc il faut que chacun reste bien centré sur ce qu'il a à faire. Et comme ça, tout sera orchestré parfaitement. Il y a tellement de gens qui essayent de s'occuper des autres pour s'oublier eux-mêmes parce qu'ils sont tristes. Ils se disent que d'aller s'occuper de gens plus tristes, ça va leur faire oublier leur tristesse.
pas forcément. C'est important d'être bien avec soi pour pouvoir aider les autres. Moi, avant, j'avais envie de porter tout le monde sur mon dos parce que bon, je suis quand même une personne assez joviale et je me disais, bon bah allez, on y va tout guirer, on va aller ensemble. Sauf que je comprenais pas. Alors moi, j'étais là, j'étais quelqu'un, donc je tombais là. Alors ok, je relevais un peu la personne. Mais sauf qu'au final, on était tous les deux là. Et je ne pouvais pas aider d'autres personnes parce que je n'avais plus l'énergie. Donc je me suis dit, bon allez, tu t'occupes bien de toi. Et après, on s'occupera des gens, mais des gens aussi qui veulent être aidés. Il y a plein de personnes qui se disent, tiens, elle va m'aider, je suis sûre qu'elle va changer ma vie. Sauf que vu que c'est nous qui sommes à l'origine de tout ce qui nous arrive, c'est pas une personne extérieure qui va permettre de changer ce qui est en vous. En fait, c'est tous les changements intérieurs qui opèrent sur l'extérieur. Et c'est là qu'il faut changer. Donc c'est sûr que quelqu'un peut t'aider à faire changer des choses qui se passent intérieurement. Mais c'est aux gens de faire l'effort d'évoluer. Hein. Des fois, je donne des clés, des solutions à des personnes et elles restent dans ce qu'elles sont en train de vivre parce qu'elles ne sont pas prêtes à passer au-delà de ça. Je crois qu'on ne parle pas forcément de ses capacités parce que ça arrange peut-être bien les politiciens, ceux qui dominent, on va dire, la population parce qu'ils nous manipulent plus facilement, parce qu'on suit comme des petits moutons au lieu d'aller écouter notre moi supérieur qui peut faire des choses fantastiques. Non, ils nous cloisonnent bien, comme ça on oublie bien d'où on vient, notre potentiel, nos facultés, et en fait on s'oublie de tout court. Et du coup on rentre bien dans le moule qui nous ont créé et ça les arrange parce que si demain tout le monde se révèle son potentiel, que tout le monde se réveille, bah, ils vont être un petit peu embarrassés en fait ces gens-là. Donc voilà. Mais après aussi les capacités, il faut les développer selon les missions terrestres ou spirituelles que l'on a. Parce que les gens ils veulent tout développer. Donc d'un coup ils vont prendre des cours de tout, ils vont aller dans des stages de clairvoyance, de clairaudience, de méditation, enfin de tout. Sauf que si c'est pas ta mission, c'est pas là où tu vas exceller parce que t'es pas fait pour ça à la base. Donc par exemple, moi j'ai pas pour mission d'être magnétiseuse, d'émettre des soins énergétiques, enfin si un peu, c'est pas ma mission première, donc faut pas que je cherche à développer le magnétisme à tout prix. Moi je suis faite pour entendre, percevoir les guides spirituels des gens, donc c'est sur ça qu'il faut s'axer. Il faut arrêter de se décentrer et de vouloir toucher à tout, parce que on se décentre, comme je dis, ça empêche de se focaliser sur ce qui est fait pour nous. Donc il faut vraiment écouter intérieurement ce qui est fait pour nous et ce qui est bon pour nous. Les gens, ils essayent de toucher à tout. Et puis aussi, c'est pas parce qu'on développe ses capacités extrasensorielles qu'on est obligé d'en faire son métier. C'est la nouvelle mode parce que les gens sont mal dans leur métier terrestre et se disent je vais tout lâcher et d'un coup je vais devenir thérapeute, je vais devenir voyante, je vais devenir médium, je vais dispenser des soins de Reiki. Alors c'est super, mais ça peut être en plus. En fait, dans ce nouveau type d'incarnation, si on peut dire ça comme ça, c'est comme si on vivait plusieurs vies en une. Donc moi, j'ai 26 ans à l'heure d'aujourd'hui et souvent je dis « Ah, quand j'étais jeune !» et en fait les gens rigolent, tout simplement parce que j'ai l'impression d'être morte 10 fois et d'avoir repris vie 10 fois parce qu'on évolue tellement vite, on a tellement de choses qu'on peut assimiler rapidement. On grandit beaucoup plus vite, tout s'accélère et en fait on peut évoluer vite et à chaque fois en fait il n'y a plus cette idée de payer un karma. De toute façon il n'y a jamais eu l'idée de payer un karma. Un karma ça se rachète, c'est complètement différent. Je n'ai pas à subir un karma, j'ai à faire de belles choses pour pouvoir faire oublier les mauvaises actions que j'ai faites. Donc c'est complètement différent et en fait c'est super cette incarnation parce qu'on peut évoluer, faire changer les choses ultra rapidement, faire ce qui nous fait plaisir et une fois que c'est fait, on refait autre chose et ça ne s'arrête jamais. On est vraiment dans une période d'épuration en fait. Les gens justement lâchent leur casserole karmique, on est en train de faire mourir plein de choses, que ce soit le système financier, la politique, il y a plein de choses qui se révèlent de plus en plus. Tout ça pour que les nouvelles âmes qui arrivent, qui vont s'incarner, qui vont être des âmes assez éveillées, puissent faire changer les choses. Mais déjà il y a eu les enfants indigo, les enfants cristal, etc. qui ont commencé à faire bouger les choses et là les êtres vont être de plus en plus éveillés et heureusement on va pouvoir reprendre un peu notre pouvoir. J'ai arrêté d'écouter les channelings où on dit en 2012 il se passe ça, en 2017 il se passe ça parce que qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'attente quand on est comme ça et il y a plein de gens du coup ils se disent bon il va se passer des choses, ça va bouger alors moi tu sais quoi, je vais rester dans mon fauteuil et j'attends que ça bouge. Sauf que quand on attend, on fait le contraire de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire être dans l'action. Si on attend que ça bouge, mais que nous on ne bouge pas, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est ça le problème, c'est de dire il va se passer ça à telle date,
Après, les gens, ils attendent. Moi, je sais que j'ai attendu les extraterrestres en 2012 à l'époque. Je me disais, bah, super, les extraterrestres arrivent. Moi, j'ai plus rien à prouver aux gens que la spiritualité, ça existe parce que les extraterrestres arrivent. Donc, les extraterrestres arrivent, c'est une super preuve. Mallory, elle a fini son travail, elle va rentrer au bercail. Eh bien non, parce qu'on a tous encore des choses à faire. Donc, il ne faut pas être dans l'attente. Encore une fois, il faut vivre en pleine conscience dans le moment présent. C'est ça. En fait, il ne faut pas que d'attente nous éloigne de ce qu'on est en train de vivre actuellement. We drop tonight.